Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Serge Peters, président honoraire de l'Union professionnelle des diététiciens de la langue française. Vous êtes également spécialisé en nutrition du sport et vous accompagnez certains sportifs belges de haut niveau dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques. Enfin, vous êtes également consultant en nutrition pour l'Agence spatiale européenne. Si vous le permettez, commençons par cette première question. Donc, quel est le rôle d'un diététicien dans la conquête spatiale? Alors, la première chose, c'est que bien sûr, manger est un besoin essentiel. Et donc, néanmoins, dès le départ, on pensait que les astronautes n'étaient pas capables de s'alimenter. Avant le premier vol de Yuri Gagarin, les scientifiques estimaient que l'homme n'était pas capable de mastiquer, déglutir, de digérer, de déféquer correctement dans l'espace. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont développé à l'époque les premières diètes élémentaires qui devaient être justement, qui allaient permettre aux astronautes de pouvoir s'alimenter correctement. Heureusement, Yuri Gagarin a pu démontrer que grâce notamment à des bouchées de pain, à des morceaux de poisson, à du caviar et ainsi de suite, qu'on était capable de s'alimenter correctement dans l'espace. Donc on a essayé de trouver finalement une alimentation qui est finalement d'une part intéressante, gustativement parlant, mais également nourrissante. Alors pour des premiers vols, c'était peut-être plutôt anecdotique, mais quand on envisage maintenant les vols au moins jusqu'à mars et qui vont mettre 6 mois pour aller, les gens vont rester là-bas sur place pendant 1 an et 6 mois pour le retour, il est nécessaire d'avoir une alimentation tout à fait adaptée pour éviter les erreurs qui ont été commises notamment lors des grands navigateurs avec notamment le scorbut et le beriberi. Et d'ailleurs, de quoi se compose l'alimentation d'un astronaute? Alors actuellement, on va bien sûr essayer d'avoir une alimentation qui ne soit pas trop lourde dans le sens poids, volume. Car effectivement, c'est peut-être un petit peu l'ennemi du vol spatial, c'est que satelliser 1 kilo dans l'espace, cela coûte excessivement cher. Donc on va essayer de trouver une alimentation qui soit la plus dense au niveau nutritionnel et énergétique, mais bien souvent sous forme de plats lyophilisés. Parce que de cette manière-là, on va économiser l'eau, surtout si on est capable de la produire ou éventuellement de la recycler dans l'espace. Ça, c'est la première chose. D'autre part, le fait de lyophiliser permet d'augmenter la durée de vie des aliments. Et donc, c'est également intéressant d'avoir des aliments qui vont durer très longtemps. N'oublions pas qu'un vol vers Mars, c'est 2 ans aller-retour. L'autre élément, c'est que cette alimentation lyophilisée n'est quand même pas très plaisante. Tous ceux qui ont l'occasion de faire notamment du trek, la randonnée et de manger des plats lyophilisés trouvent ça cher, pas spécialement nourrissant et pas spécialement gustatif. Donc, pour essayer quand même de participer à l'équilibre mental aussi du sportif, de l'astronaute, on doit essayer d'avoir une alimentation qui soit suffisamment goûteuse. Et dans ce cadre-là, on développe également, avec des grands chefs cuisiniers, une alimentation qu'on va dire plutôt pour les grands jours, pour les anniversaires, pour les fêtes, qui va être beaucoup plus gustative parce qu'elle sera préparée notamment en boîte thermostabilisée. Et puis d'autre part, nous avons également des biscuits secs, nous avons des plats tels que par exemple du pain ou des morceaux de viande irradiés, nous avons également un peu de confiserie et ce genre de choses, donc il y a différentes choses. Et quand nous avons la chance d'avoir un ravitaillement, dans ce cas-là, les astronautes ont droit notamment à des fruits frais, quelques légumes et ainsi de suite, de manière à pouvoir égayer leur quotidien. Et quelle évolution notable pouvez-vous nous citer en termes d'alimentation entre les premières missions spatiales et celles d'aujourd'hui? Alors, je vais vous citer un des premiers médecins de la NASA qui s'est occupé de l'alimentation des astronautes et qui a dit que la première révolution essentielle a été les toilettes à bord des missions. Parce qu'avant, il fallait bien sûr essayer d'avoir une alimentation qui ne soit pas trop importante, excessivement constipante, pour éviter justement d'avoir à utiliser notamment des toilettes. Et puis, depuis l'apparition des toilettes, mais finalement, on est capable maintenant de fournir une alimentation tout à fait normale. Donc, c'est peut-être pas très glamour, mais c'est un petit peu la réalité. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'était effectivement des missions courtes et donc l'alimentation était plutôt anecdotique. C'était pour faire plaisir, mais sans plus. Il n'y avait pas des besoins particuliers. Au fur et à mesure que les missions s'allongent, et telles que par exemple maintenant des missions déjà de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, nous avons besoin d'avoir une alimentation suffisamment nourrissante parce que
en fait, il ne faut pas oublier que le séjour en microgravité est quand même assez hostile pour l'être humain. Il y a d'une part la microgravité qui fait que l'on va flotter, mais comme je vais flotter, je ne vais pas utiliser mes muscles. Je vais avoir donc une fonte musculaire. Il va également y avoir de manière secondaire une décalcification osseuse. On estime que cette décalcification osseuse est d'à peu près de 1 à 2% par mois. Or, une femme après la ménopause n'aura que 1 à 2% par an. Donc la différence est très importante. L'autre élément, c'est que l'on va également avoir une anémie spatiale. Il va y avoir des perturbations au niveau des sens olfactifs et gustatifs. Et puis, il faut également prévenir tous les risques éventuellement liés aux radiations, avec notamment une alimentation suffisamment riche en antioxydants pour pouvoir protéger notamment les cellules des astronautes. Donc, on voit qu'on est face à des défis de santé, pour permettre à un astronaute que quand il rentre à nouveau sur Terre après 6 mois, il ait encore cette capacité à bouger et avec le moins de comorbidité. D'accord. Enfin, pour finir, si vous deviez faire une prédiction, qu'est-ce qu'un astronaute mangera dans 20 ans? Alors, pour l'instant, les astronautes ne reçoivent de la nourriture depuis la Terre. Mais ce qui est prévu notamment lors du projet sur Mars, et donc je travaille notamment pour le projet MELISA, qui signifie Micro-Ecological Life Support System Alternative, donc c'est-à-dire un système de support de vie que l'on va offrir aux astronautes et que quand ils seront sur la planète Mars, ils seront capables de produire ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire des plantes telles que du blé, de la tomate, de la laitue, de la spiruline, des oignons, du riz, et ainsi de suite. Et il y aura comme ça une dizaine de plantes actuellement sélectionnées. Et avec ça, les astronautes seront capables de se nourrir, de fournir, on espère, au moins 40 à 60% des rations alimentaires. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va travailler en boucle fermée, c'est-à-dire que l'astronaute va émettre effectivement des déchets, et ces déchets vont être valorisés, transformés, pour à nouveau produire de l'oxygène, de l'eau potable et également des nutriments qui nous permettront de faire à nouveau pousser des plantes. Et on espère, grâce à cela, avoir une boucle qui soit suffisamment performante, au moins à 95%, de manière à ce que les astronautes puissent vivre totalement en autarcie sur la planète Mars. Et cela permettra d'une part d'avoir des aliments frais, d'avoir des aliments qui seront suffisamment nutritifs, et d'avoir également une cuisine sur la planète Mars où les astronautes seront capables de prendre, par exemple, réaliser des recettes. Je pense par exemple à une purée de pommes de terre martiennes. Eh bien, il faut savoir qu'on aura des pommes de terre en culture hydroponique. On va donc les faire pousser hors sol, un petit peu comme vous avez peut-être déjà vu dans un certain film, notamment où il fait pousser comme ça des pommes de terre hors sol. Avec ça, on sait malheureusement qu'on ne pourra pas mettre de lait parce qu'on n'emmènera pas la vache, mais par contre, le lait en poudre sera peut-être un peu lourd, mais on aura du soja. On pourra en faire du jus de soja pour le mettre dans notre purée. Le beurre, si on prend depuis la Terre, il sera rance à cause des radiations ionisantes. Donc dans ce cas-là, on prendra peut-être également de l'huile de soja, de l'huile de blé, de l'huile de riz à disposition. Et puis le sel, on sait que le sel contenu dans les urines est délétère pour la croissance des plantes. Donc on retirera le sel, on le stérilisera, rassurez-vous, il n'aura plus aucun goût, mais il nous permettra de saler à ce moment-là la purée. Et de cette manière-là, on va être capable de réaliser comme ça toute une série de recettes. Donc j'ai déjà élaboré plus d'une centaine de recettes qui pourront être utilisables par les astronautes, rien qu'avec les 10 plantes Melissa actuellement disponibles. Donc on vous remercie pour votre intervention et on vous souhaite une bonne journée. Merci, merci vous aussi, au revoir.